Donc, bonjour sur ma chaîne Philippe est dans le pré. Pour une fois, je vais vous faire écouter Michel-Édouard Leclerc qui est passé dans les médias et c'est très intéressant ce qu'il a dit. Donc, je vais vous mettre que le son parce que pour des raisons de droit d'auteur, c'est censuré. Donc, je ne peux pas laisser le son et les images. Donc, vous allez entendre à cette émission Michel-Édouard Leclerc qui dit des choses qui me paraissent intéressantes. 7h42, il est sans doute l'un des patrons de la grande distribution parmi les plus critiqués ces dernières semaines. Amandine Bégaud, vous recevez ce matin Michel-Édouard Leclerc. Michel-Édouard Leclerc, on a découvert un nouveau mot hier, enfin nous en tout cas, la chipflation, contraction de chip plutôt, et d'inflation en clair. Certaines marques n'hésitent pas à remplacer les ingrédients par des substituts moins chers dans certains produits de moindre qualité, sans pour autant baisser les prix. L'association de consommateurs Foodwatch a identifié au moins 6 produits de grandes marques, notamment des bâtonnets de surimi qui contiennent 11% de poisson en moins, mais dont le prix a bondi de 40%. Ça existe, vous le confirmez? Alors, c'est la première fois que j'entends cette expression. Je connaissais shrinkflation. Oui, alors ça c'était, on baissait la quantité, là on baisse la qualité. Eh ben, franchement, je connais pas. C'est pas un sujet en soi, ça doit être très marginal. Mais de toute façon, cette idée de changer les ingrédients selon leur cherté, c'est une idée qui est pratiquée dans toute l'industrie, mais aussi dans toute la restauration, dans les cantines. On a enlevé depuis 2 ans les poissons les plus chers pour mettre à la place quand même du poisson. Au lieu de mettre du lieu jaune ou du lieu noir, on met du taco. Sans en informer le consommateur. Et à la maison, tout le monde fait ça. Si, bien sûr, parce que les menus sont transparents. Dans la restauration, vous voyez bien. Oui, mais par exemple en grande distribution, il n'y a pas marqué le paquet de surimi, il n'y a pas marqué attention, on a mis moins de poisson. Ça c'est de la responsabilité de l'industriel. Franchement, j'en ai pas vu. Donc c'est vous qui. Le Foodwatch va m'écrire de toute façon, mais si c'est pas transparent, c'est pas bien. Voilà. Si c'est pas transparent, c'est pas bien. Ça veut dire que, par exemple, sur la shrinkflation, vous dites qu'il faudrait que ce soit affiché et que ce soit obligatoire. Mais je dis ça toujours à mes copains journalistes. Les journaux ne changent pas de prix quand ils changent de pagination, quand le papier augmente ou pendant l'été, par exemple. Vous voyez? Donc tout le monde adapte les contenus au prix des choses. C'est du bon sens en fait, presque, vous nous dites. Du moment que ce soit transparent et que ce soit clair, il n'y a pas de tromperie. Et le consommateur qui a l'impression de se faire avoir, il a tort. Après, j'aime pas trop qu'on fasse ça parce que du coup, ça fait perdre les repères et je pense que dans des moments où l'inflation est forte mais cyclique, les consommateurs ne s'y retrouvent pas, quoi. C'est comme une mauvaise promo, une fausse promo ou des fausses soldes. Il faut limiter ça. Donc, il faudrait afficher ça. Vous l'évoquiez pour la shrinkflation, le fait qu'on diminue la quantité des produits sans bouger le prix. C'est à qui de l'afficher? À l'industriel, à la grande surface? C'est à celui qui le fait. À celui qui fait dans l'industriel. Donc, quand le gouvernement veut l'imposer aux grandes surfaces, il a tort. C'est-à-dire que ça nous fait prendre la responsabilité de l'industriel. On le sait pas forcément. L'industriel est rarement transparent. Je veux pas faire une polémique de corps à corps, mais si l'industriel n'a pas prévenu, c'est difficile pour le distributeur d'en assumer la responsabilité. Transparence, vous avez prononcé ce mot à plusieurs reprises et on a beaucoup entendu les agriculteurs dire ces dernières semaines qu'ils n'étaient pas rémunérés au juste prix. Alors je vous ai apporté une bouteille de lait. Elle n'a pas été achetée chez Leclerc, mais c'est 1 litre de lait, marque distributeur. Le président des jeunes agriculteurs qui était à votre place il y a une dizaine de jours nous disait cette bouteille de lait, en tout cas son contenu, ça coûte aux producteurs 49 centimes à produire et on leur achète 40 centimes. Vous, j'ai regardé hier sur Internet, ce litre de lait, il est vendu 1 euro pour la marque distributeur dans vos magasins. Combien touche le producteur? Alors, le producteur ne vend pas des bouteilles. Il vend le contenu. Et il vend du lait à un transformateur et Leclerc, Carrefour, on achète à Danone, à Lactalis des bouteilles. Mais du litre de lait du fournisseur, il n'est pas fait que du lait de consommation. Il est aussi fait de la poudre de lait, on prend du lactose, on envoie de la caséine de lait en Chine. Un groupe comme Lactalis transforme son lait. Et moi, je ne sais pas, à partir du lait que j'achète pour revendre aux consommateurs, je ne sais pas ce qui revient aux agriculteurs. C'est-à-dire que le lait marque distributeur vendu chez Leclerc... 100% de mon lait marque de distributeur, il est français. Oui. Mais vous ne savez pas combien? Non, parce que la loi prétend
que ça protège les agriculteurs, mais en fait, la loi a autorisé une option pour l'industriel qui est utilisée par 70% des industriels de ne pas nous dire la part qui revient à l'agriculteur. Vous trouvez ça normal? Non, c'est une des... Voilà, alors petit 1, c'est une des réformes à faire pour cette loi, avant même d'en parler, de la contrôler, etc., c'est de faire en sorte que les industriels disent très clairement la part qui revient à l'agriculteur. Il faudrait que dans la séquence, aucun contrat entre l'industriel et la distribution ne soit clôturé sans que l'industriel ne se soit engagé avec le producteur sur un prix de rémunération. Si je résume, en fait... C'est ce que dit aussi Thierry Cotillard d'Intermarché. C'est ce que nous souhaiterions. Et c'est ce que fait C'est qui le patron? C'est ce que fait C'est qui le patron. C'est-à-dire qu'ils affichent le prix, bien sûr, de leur bouteille, 1,20 € en moyenne. C'est un peu plus. Bon. Oui. Et ils affichent, l'agriculteur, le producteur de lait touche 59 centimes, ils mettent la TVA, etc. J'ai vu qu'il y avait un directeur de magasin Leclerc dans le Nord qui avait fait ça pour les endives, le sachet d'endives. Il dit... Il s'appelle Pocher, exactement. Il vend son sachet d'endives 3,49 € et sur le sachet il y a marqué 2,40 € pour le producteur, 96 centimes pour le magasin, 13 centimes pour la TVA. Il faudrait faire ça tout le temps? Oui, alors le distributeur peut le faire quand le producteur est d'accord avec lui. Ça marche pas mal pour les alliances locales, pour les producteurs qui sont autour de nous. Ça vaut pas que pour Leclerc. Il y a aussi dans les filières Carrefour des gens qui font ça et qui le font bien. Intermarché est aussi industriel et quelquefois il le fait. Il faudrait le généraliser. Vous appelez ce matin à ce que ce soit généralisé? Voilà, j'appelle à ce que ça puisse être généralisé. Après, pour ça, il faut que toutes les parties soient d'accord. Alors C'est qui le patron est un promoteur très chouette de ça. D'ailleurs, nous sommes le deuxième débouché de C'est qui le patron. Le premier, c'est encore Carrefour, mais on court très vite derrière. Et il y a aussi Faire France. C'est aussi une coopérative de producteurs de lait français qui rémunère mieux le producteur et qui permet au consommateur de savoir où part son argent. On ne saura pas combien, donc le... Je ne sais pas. Vous savez pas. Non, mais vous vous êtes jamais renseigné? Ah, mais parce que vous avez été pointé du doigt quand même. Mais c'est ça qui est extraordinaire. Vous avez été attaqué pour ça. Dans tous ces débats, c'est-à-dire que dans la loi, les députés, tout en disant le producteur doit savoir, a écrit un amendement, ou je sais pas, une partie du texte, qui dit que l'industriel n'est pas obligé de dire. Et donc, il peut simplement fournir une certification de son commissaire au compte, dont on n'a rien à foutre, parce que ça ne dit pas véritablement le prix de l'agriculteur. Donc là, mais Bruno Le Maire est d'accord avec nous là-dessus, hein, c'est un débat entre parlementaires plutôt lobby de la grande industrie, et qui ont été relais de ces malfaçons. Je trouve que cette loi, d'abord, il faudrait l'améliorer, et la transparence, c'est la première demande. La deuxième demande, si vous me permettez sans faire un coup, c'est qu'avant de dire qu'elle soit appliquée en Europe et tout ça, il faudrait peut-être qu'elle soit appliquée en France. Est-ce que vous savez qu'il n'y a que 40% des acheteurs qui appliquent la loi Egalim? Nous, un truc qui nous a... 40% des acheteurs. Alors attendez, les acheteurs, vous parlez de... Par exemple, la restauration n'applique pas la loi Egalim, l'exportation n'applique pas la loi Egalim, les grossistes n'appliquent pas la loi Egalim, et beaucoup de filières agricoles elles-mêmes ont demandé à s'extraire de l'application de la loi Egalim. Donc ça fait beaucoup de monde qui dit « Ouah, la distribution ne respecte pas la loi », mais eux-mêmes s'en exonèrent, et parmi lesquels les céréaliers. Les céréaliers se sont exonérés de la loi Egalim. Alors, c'est technique, je ne veux pas vous énerver, mais je veux vous dire un truc qui nous a mis les boules chez tous les salariés de la distribution. On a quand même 600 000 personnes qui travaillent pendant qu'on était cernés par le monde agricole. C'est que le préfet, le ministre de l'Intérieur a dit « Rungis, on ne touche pas. C'est le poumon alimentaire de la France », alors que Rungis, personne n'applique la loi Egalim. Personne n'est transparent sur les conditions d'achat. C'est le premier lieu d'importation en France. Donc Rungis, poumon alimentaire de Paris, on n'y touche pas, ils ne pratiquent pas la loi. Par contre, n'importe quel hypermarché ou centre commercial en province était bloqué. Vous voyez, ça c'est des trucs, c'est numéro 2, appliquons la loi Egalim pour tout le monde. Vous avez vu les déclarations de M. Leclerc après toutes ces grandes manifestations d'agriculteurs et toutes les manifestations qui continuent en France et en Europe. Vous avez tous compris qu'il y a un malaise profond. Simplement, c'est assez complexe car, comme dirait mon copain Denis et Jean-Marie que je salue, le diable se cache dans les détails. Voilà. Donc, concernant la grande distribution, nous, le travail qu'on avait fait à une époque qui,
faute de m'apporter la preuve du contraire, je parle en marge brute, tout confondu, la grande distribution pour la plupart des produits, si on fait une moyenne, se situe entre 18 et 22% de marge, je parle brut, et l'agroalimentaire, je dirais de 30 à 53. Voilà ce qu'on avait, parce qu'après, ils montent des sociétés, des holdings, et ils disent qu'ils font 1 ou 2% de résultats. Mais bon, moi je parle en marge brute, parce que dans ces chiffres-là, tous les salariés ont été payés, les dividendes ont été distribués, tout le monde a été rémunéré. Donc il faut savoir de quoi on parle. C'est pour ça que c'est très compliqué de décortiquer et les revenus de ces gens-là. Et je commencerai par le mot transparence, transparence des marges. Je voudrais saluer Jean-Marie qui a longtemps assisté à l'Observatoire des prix et des marges avec monsieur Philippe Chamelin. Il n'a jamais pu avoir la transparence des marges, ni de la transformation, ni de la distribution, mais surtout pas de la transformation dans lequel nous, les paysans, on est présents à travers les interprofessions, que ça soit le lait, la viande ou la volaille. On n'a jamais pu avoir la transparence des marges. La seule chose qu'on sait par les chiffres croisés de la Cour des comptes et autres, c'est qu'il revient 6,50 € à l'agriculteur sur un panier de 100 € de la ménagère. Donc ça a le mérite d'être clair. Ensuite, quelques chiffres. On produit environ 24 milliards de litres. On en exporte, mais on en importe aussi. Attention, on transforme 23-24 milliards de litres. Il y a 511 millions de litres de lait de chèvre, 302 millions de brebis. Oui, il y a 2 milliards de litres qui servent à faire les fromages, 1,3 milliard, 1,5 milliard qui sert à faire les yaourts, 600 presque millions de tonnes les desserts, la poudre de lait, etc., etc. Là-dedans, il y a une protéine qui s'appelle la caséine. Et la caséine, dans 1 litre de lait, il y a environ 32 grammes de caséine qui est extrait par les industriels. 80% de cette caséine est destinée pour des pharmacies et autres, elle vaut 36 € le kilo. C'est-à-dire, elle vaut 36 000 € la tonne. Je vous rappelle que 36 € le kilo, cette caséine, nous c'est 42 centimes, je parle en conventionnel, un litre de lait est payé 42 centimes et eux, c'est revendu 36 € le kilo. Et dans cette protéine, 80% c'est de la caséine, 19% c'est de la protéine de sérum et les enzymes c'est 1%. Donc voilà, monsieur Leclerc a beaucoup de tort, mais il a dit des vérités. Les Français consomment 49 kilos de lait par an par habitant, 27 kilos de fromage, 8 kilos de beurre, voilà. Et il y a 51 AOP en France. Et la filière laitière emploie 24 000 personnes. Entre 24 000 et 25 000 personnes sont employées dans la filière laitière. Alors après, il a été dit des conneries. Il a repris, ou elle a repris, pardon, la journaliste, que le coût de production pour vivre avec 1 litre de lait, le responsable des JA a dit que c'était 49 centimes. Ben non. Il y en a qui sont payés ce prix-là aujourd'hui avec les bonus matières grasses et matières protéines. Bien sûr que non, les gars. C'est là qu'il est tout le problème de la trahison. C'est pas 49, c'est au moins 63. Donc forcément, si on a des représentants, ça me fait penser, vous savez, à la négociation qui avait été difficile de Marisol Touraine avec les syndicats de médecins qui demandaient à l'époque l'augmentation de la consultation. Moi, j'ai pas vu un syndicat de médecins demander la consultation à 15 €. Je n'ai pas vu, moi. Là, c'est comme si qu'ils demandaient la consultation des médecins à 15 €. Qu'est-ce qu'on peut foutre avec ça? Déjà, on est trahi déjà chez nous. Alors ensuite, la répartition des marges, la part qui revient aux agriculteurs. Vous vous rappelez de Nicolas Sarkozy? Il avait dit il serait bien de mettre les pieds dans le plat, de faire des accords tripartites et faire la règle des 3 tiers. 1 tiers de la marge pour les agriculteurs, 1 tiers pour les transformateurs, 1 tiers pour la grande distribution. Et d'intégrer bien sûr la logistique et tout dedans. Voilà, pour répartir la valeur. Idem pour la viande bovine, idem pour le reste. Ça n'a jamais été fait, parce que vous avez vu comment ça se passe. Ils décortiquent 1 litre de lait, et ils sont bien malins pour ne pas nous payer, les industriels. Parce que je vous rappelle que nous, on n'a pas affaire à Michel-Édouard Leclerc, ni au groupe U, à part une minorité d'agriculteurs qui travaillent en direct, mais c'est une minorité, ça représente rien
au niveau du chiffre d'affaires de la ferme France. Nous, on a affaire aux industriels. Ensuite, pour rentrer un peu plus dans les détails, ils ont parlé des marques comme C'est qui le patron, 59 centimes. Ils ont parlé de Fer France. Attention, attention. Ça, c'est une ficelle bien connue. D'abord, la brique de lait, c'est 2,5 milliards, 2,7 milliards. À peine 3 milliards de litres commercialisés comme ça sur les 23-24. Donc, c'est peanuts. D'accord ? C'est pas les fromages, c'est pas les yaourts où ils font leur valorisation. C'est sur la brique. C'est pas là qu'ils font le gros de leur valorisation. Mais quand on parle de 59 centimes, c'est une partie du litrage. C'est pas l'intégralité du litrage qui est payé plus cher de l'agriculteur. Ça peut être 4%, 7%, 10%, 12% du litrage du mois de l'agriculteur. Donc ça représente, suivant la taille de l'exploitation, si c'est une petite exploitation, ça dépend du lait que font les gens, ça peut être 500 € à l'année, 1000 €, 3000 €, 5000 €. C'est très bien, hein, c'est bon à prendre. Mais le loup, il est pas là, hein. Il est pas là, hein. Le montant, vous voyez le montant, ce qu'a donné le JA 49, il faudrait 63 sur la totalité des litrages. Là, c'est une petite partie des litrages qu'ils prennent pour faire de la communication. Deuxième élément important, la marque, quand on parle des marques comme C'est qui le patron, à qui appartient la marque? C'est celui qui est détenteur de la marque qui tient tout. Elle n'appartient pas aux agriculteurs, la marque. Fer France, oui, elle appartient aux agriculteurs. Donc, soyons bien vigilants. Ces opérations commerciales comme ça, c'est bien connu. Ça a été fait par la laiterie Saint-Père-en-Ré. C'est encore fait d'ailleurs, où ils marquent sur les briques, cette brique de lait rémunère le producteur à 44 ou 45 centimes. Pareil, c'est une petite partie du litrage de l'exploitation qui est payée à ce prix-là. Donc ça tire le prix vers le haut, c'est indéniable. Mais ça ne rémunère pas les producteurs. C'est comme si vous embauchez demain un salarié chez vous et les 2 premières heures de travail, vous les rémunérez à 30 ou 40 € de l'heure. Voilà. Et tout le reste des heures, vous les rémunérez au SMIC. C'est ça ce qu'ils font. Vous comprenez? Vous avez vu la ficelle là? Donc, le diable se cache dans les détails. Faut bien aller voir jusqu'où ils vont dans la communication et leur demander des détails. Quel est l'impact sur une comptabilité dans une année? Alors après, ça, c'est bien connu. Ça a été fait également par la laiterie Belle. Ça a été fait par le Lactalis à une époque. Ça a été fait par le groupe Bongrain Savantia à une époque. Des opérations comme ça, avec du sans OGM, hein, où une partie du litrage, simplement, est payée plus cher. Donc le consommateur, lui, il ne sait pas. Quand il rentre dans le magasin, il voit que la brique rémunère le producteur 10 centimes de plus. Non, c'est pas comme ça. Si on veut aller dans les détails, c'est une toute petite partie de sa production qui est rémunérée plus que ça. Après, il y a une autre manœuvre qui est faite par les industriels, qui est utilisée depuis longtemps. Pareil, Lactalis, Savantia, la laiterie Belle dans la Sarthe a longtemps fait ça. Et maintenant, la laiterie LSDH le fait, mais c'est bien connu. C'est qu'ils payent les prix plus chers pour récupérer des producteurs, parce qu'ils perdent des producteurs partout dans toute la France. Donc, ils essayent de concentrer des noyaux de producteurs autour de leur laiterie. Donc, pendant des périodes d'1 an, 2 ans, 3 ans, ils vont payer, là, du coup, c'est l'ensemble du litrage, un peu plus cher pour essayer de garder des producteurs, pour pas être trop dépendant de l'extérieur. Et puis, une fois que ça va se stabiliser, ben, ils reviennent au niveau. Si bien que, quand on prend entre 1951 et jusqu'à la guerre en Ukraine, on a été payé de moyenne autour de 32-33 centimes le litre de lait. Il y a eu 2009 à 26 centimes 9 et il y a eu 2008 à 38 centimes. Les 2 grands écarts. Mais sinon, on a toujours végété dans ces prix-là. Que ça soit Lactalis, que ça soit LSDH, que ça soit Sodial, que ça soit la laiterie Belle. Et ils ont tous perdu des producteurs partout car ils nous exploitent. Et les esclaves, ils rendent les armes. D'où leur stratégie de faire de la communication sur les briques de lait. Non, si vous voulez avoir aujourd'hui des reconnaissances, des vrais, alors vous avez Fer France, effectivement, la marque est aux producteurs, donc ça c'est vrai, la marque est à eux, là il n'y a pas d'entourloupette, mais sinon, c'est le comté, voilà, des gens qui ont des AOP avec le comté, le maroilles. Là, d'accord. Mais autrement,
c'est de la communication qui, certes, c'est indéniable, ça ramène un peu de rémunération aux producteurs, mais sur une toute petite partie du litrage. C'est surtout un élément de langage et un élément de communication. Et après, je terminerai par ce qu'a dit M. Leclerc. Il a dit la vérité que j'ai dit dans certaines vidéos. La loi Négalim n'est pas appliquée par les industriels, elle n'est pas appliquée sur les produits à l'exportation, elle n'est pas appliquée par les coopératives. Je vous ai fait la démonstration. Ils ont saisi le Conseil d'État pour ne pas appliquer la loi Egalim, les céréaliers, vous avez entendu, tout ce qui est cotation beurre poudre, ça ne rentre pas dans la loi Egalim. Donc vous comprenez pourquoi je veux vous faire passer un message et informer le grand public. Quand vous voyez les tracteurs défiler sur les routes, et là ce que je vous dis là, c'est pareil pour la viande bovine, le lapin, le poulet, le canard. Hein. C'est pareil, hein. Le principe est le même. Retenez ça, c'est pour toutes les productions. Vous voyez que quand les tracteurs vont défiler dans les préfectures et sur les autoroutes, vous voyez où il est le problème? Il est là. Donc on peut aller occuper l'autoroute, le groupe Vinci, on peut quelque part emmerder les Français, les empêcher de se rendre à leur boulot. Le débat, il n'est pas là. Hein. Il y a des lois que certains essayent de mettre en place et sont contournées ou elles ne sont pas appliquées. Donc le prix des produits n'est pas payé aux producteurs. Donc après, qu'est-ce qu'on fait? Comme on ne veut pas aller au cœur du sujet, hein, d'encadrer l'agroalimentaire qui est en cogestion avec le syndicat, hein, puisque par exemple vous prenez les gens, la laiterie qui travaille, qui met en bouteille le lait, c'est qui le patron, a pris la suite de Xavier Bolin. Il est président de l'Open Agri-Food. L'Open Agri-Food, c'est quoi? C'est le rassemblement une fois par an, c'est le forum qui regroupe les industriels de l'agroalimentaire. La coordination rurale connaît très bien ce sujet-là, puisqu'ils ont été manifestés une année avec Alain Sambour à l'Open Agri-Food. Donc si vous voulez, tout se tient. Tout se tient. Alors d'où l'intérêt, puisque le diable se cache dans les détails, c'est la rémunération de nos produits, des parts fermes, qu'on soit céréalier, qu'on soit viticulteur en coopérative, le fond du problème, il est là. C'est des prix adossés à nos coûts de production, puisqu'on vit sur un territoire qui s'appelle la France. Et pour faire diversion, vous allez bien comprendre, ils vont vous parler des normes, ils vont vous parler de l'agribashing, ils vont pas vous parler des tracasseries administratives, hein, alors que ce n'est pas le cœur du sujet. Les tracasseries administratives, elles sont là pour un maçon, pour un couvreur, pour un carreleur, pour un comptable, pour un notaire. Les gens, soit ils l'assurent eux-mêmes, soit ils ont des secrétaires, ils ont des salariés pour faire cette partie-là. Parce que l'activité qu'ils font dégage des marges. Ils ont une rentabilité. Nous, on ne peut pas dégager de marge, puisque notre marge, elle est captée dès le départ par l'industrie agroalimentaire, qui, je vous le rappelle, fait la facture. Parce qu'Édouard Leclerc, lui, il a parlé, mais lui, il se bat avec l'agroalimentaire, mais lui, il fait sa facture. L'agroalimentaire fait la facture, toutes les laiteries, Danone, Lactalis, ils font leur facture à Leclerc et à Super U. Mais nous, on ne fait pas notre facture. Non seulement on n'a pas la transparence de la valorisation des produits de nos industriels, mais on ne fait pas la facture. On gère ni la facture, ni les volumes. C'est eux qui gèrent les factures, les volumes, les importations et les exportations. Ce qui est bien que quand il manque de marchandises, il équilibre avec les autres pays. D'où ce qu'a dit Édouard Leclerc, qui était vrai. À un moment donné, il y avait un problème de beurre. Il faisait venir le beurre d'Irlande. Voilà. Et ils peuvent de toute façon même avoir une société en Irlande, une société écran, qui va appartenir à eux et qui va leur fournir du beurre. Voilà. Donc on est bien dans la financiarisation de l'économie, hein, de la théorie de Ricardo du libre-échange, qui met en compétition le maillon le plus faible. Dans le libre-échange libre et non faussé, le maillon le plus faible, il est écrasé. Il est écrasé totalement, et comme le politique n'a aucun courage pour encadrer les marges de l'agroalimentaire et de la grande distribution, la paysannerie est poussée à la destruction, faute de rentabilité. Les gens quittent les exploitations les uns après les autres, et les exploitations sont irreprenables, non pas parce qu'elles coûtent cher, tout simplement parce qu'elles ne sont pas rentables. C'est tout. Faut pas aller chercher plus loin. Et il n'y a aucune visibilité. Parce que quand vous faites un business model pour reprendre une exploitation agricole, les leviers d'interaction que vous avez pour faire évoluer votre business model, pour voir comment vous allez évoluer dans le temps en termes de rentabilité,
En face de vous, les acheteurs, ils détiennent la facture. L'agroalimentaire détient la facture. Ils gèrent les volumes et ils tiennent la facture. Donc, on n'a aucune prise sur la vente de notre produit. Comment voulez-vous établir un business model sérieux, hein, et faire l'évaluation après de l'impact de la reprise des capitaux, des risques éventuels en fonction du climat, etc., etc. On n'a aucun levier pour jouer sur le prix de notre produit. Donc, la base, elle est déjà là. C'est pas la peine d'aller plus loin. Donc, attention à la manipulation. Vous remarquerez bien, les manifestations sont toujours à l'extérieur et sont jamais chez les industriels, hein. Très peu. Et sont sur les routes pour faire du folklore. Mais c'est pas là que ça se tient, hein. C'est pas le groupe Vinci qui achète notre lait, hein, ni le préfet du département. C'est nos industriels qui sont en cogestion avec le syndicat. Je vous remercie, à méditer. Réfléchissez bien, envoyez-moi des mails et à bientôt.